Amis guitaristes, bonjour et bienvenue une fois de plus dans l'atelier de Tanko. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le premier jour d'existence de la Singer Overdrive, la nouvelle pédale que je viens de fabriquer et que je propose désormais à la vente, et je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo, donc restez bien pour comprendre ce que c'est. Bon, alors c'est une overdrive, vous l'aurez compris, mais pourquoi est-ce que je l'ai conçu, c'est vraiment dans le thème de la vidéo. En effet, qui dit overdrive dit forcément stacking, et le stacking c'est une technique qui est absolument fondamentale à la guitare, qu'on entend dans je pense au moins 99% des morceaux, même si on s'en rend pas forcément compte. Et pour cause, le principe fondamental du stacking, c'est juste de mettre des pédales en série, ce qu'on fait déjà la majorité du temps. Mais je veux donner un petit peu plus de précision à ce terme et surtout vous illustrer avec des exemples que le stacking ce n'est pas limité à l'overdrive. Souvent quand on pense à stacking, on pense du coup à la traduction anglaise, empiler tout simplement. Donc voilà, s'amuser à empiler des pédales. Jusqu'ici c'est à peu près ce que tout le monde fait, on est assez d'accord, hein, lorsqu'on met plus de une pédale sur un pedalboard. En général on peut les activer les unes après les autres sans trop de problèmes. Mais j'aimerais donner une précision supplémentaire. Pour moi le stacking c'est cumuler spécifiquement deux pédales du même type. Alors c'est un peu bâtard parce que plus tard je vous expliquerai pourquoi est-ce que on peut stacker autre chose, mais en gros par exemple on va prendre deux pédales de gain, ou plus, hein, deux pédales de délai, deux pédales de reverb, etc. Donc vous voyez l'idée d'avoir le même effet, soit du temporel, soit de la saturation, soit de la modulation. Alors ça pareil, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, vous avez en gros une idée. La plupart du temps, quand on parle de stacking, on parle exclusivement de gain, et c'est vrai que c'est le terme le plus standard. Pourquoi ? Tout simplement parce que on essaye constamment, enfin vous, moi, tout le monde, hein, ça fait un moment qu'on essaye tous d'avoir le son des amplis à lampe, mais à bas volume. Un ampli à lampe, lorsqu'on fout tout à fond, ça sonne divinement bien. Alors ok, ça se fait aussi 120 décibels dans la tronche, donc un avion au décollage, hein, lorsqu'on jouait par exemple à Woodstock. Bon, j'étais pas né, mais j'imagine que ça devait bien casser les oreilles. Mais l'idée est là, c'est d'avoir le son de l'ampli à lampe à bas volume en appartement. Alors une option qui effectivement fonctionne, c'est de prendre un atténuateur. Mais en vrai, un bon atténuateur, ça sera un atténuateur réactif, ça coûte quand même assez cher, on est facilement au-delà des 500-600 €, et les atténuateurs résistifs, ils vont vous faire perdre de la dynamique et des aigus. Bref, c'est tout un autre débat cette histoire. L'autre option, c'est d'utiliser des pédales, et on voit absolument partout plein de pédales qui se targuent de reproduire exactement le son d'un ampli à lampe, en disant, voilà, je sais pas, par exemple, la dernière Soldano, là, c'est vraiment le son du Soldano, mais dans une pédale. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai, faut arrêter de dire ça. La vraie raison pour laquelle un ampli à lampe fonctionne et sonne comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs étages de gain. On a plusieurs lampes, alors 12AX7, ça vous parle peut-être, mais dedans, il y a en gros deux lampes indépendantes, dans la même enveloppe de verre, et vous avez les lampes de puissance aussi, et du coup, chacun va venir amener son léger taux de saturation, son timbre un petit peu particulier, et puis surtout, et c'est ça qui est vraiment le plus important, entre les étages de saturation, donc entre les étages de gain avec des lampes, on a des filtres. On a toujours, par exemple, un bright cap ou le tone stack. On a toujours un élément qui vient retirer des basses ou les gonfler ou les médiums ou les aigus, etc. Et ça, c'est le travail du concepteur d'amplificateur, d'avoir l'oreille et l'expérience et toute cette expertise pour concevoir un ampli avec une multitude de gestion de gains et de filtres entre chaque étage de saturation, tout en faisant en sorte que ce soit facile à utiliser. C'est-à-dire que vous avez gain, volume, tone sur votre ampli, voire un tone stack basse, médium, aigu. Le fabricant d'ampli, lui, il a beaucoup plus d'options à l'intérieur. Donc lorsqu'il conçoit son circuit, il va faire en sorte que ça sonne comme il l'a en tête, avec tous ces étages intermédiaires auxquels vous n'avez pas accès directement. Vous voyez l'idée, en tout cas, c'est d'avoir une succession d'étages de saturation avec du filtrage, avec des volumes différents, de façon à ce qu'en les cascadant les uns dans les autres, on a cette saturation crémeuse qu'on aime tant dans les amplis à lampe. Et bien la raison pour laquelle j'aime pas trop les pédales qui se targuent d'être exactement comme des amplis à lampe, et je précise bien exactement, c'est parce que déjà il n'y a pas de lampe, et surtout la manière qu'elles ont de saturer, les 3/4 du temps, c'est absolument pas la même manière qu'ont les lampes de fonctionner. C'est-à-dire qu'elles vont venir mettre beaucoup trop de gains, beaucoup trop de haute fréquence et tailler beaucoup trop fort dans le spectre. Et les amplis de guitare, au contraire, ils ont tendance à laisser passer quand même pas mal de fréquences. C'est vraiment les filtres qui vont venir jouer pour en couper ou en remettre au bon endroit pour avoir exactement le grain qui nous intéresse. Et c'est là la vraie différence entre les deux aussi. Le simple fait que ça marche en 9 volts et pas en 300, déjà, ça vous permet pas d'avoir la même marge si vous voulez.
Toute cette gestion du gain, du volume et des fréquences que vous avez dans un ampli à lampe et que vous ne voyez pas directement, du coup, c'est ce qu'on appelle le gain staging, un petit peu dans le même genre que ce qu'on a en audio. Enfin, en fait, le terme vient de l'ingénierie audio. Hein. Le gain staging, c'est de faire en sorte que tous les éléments d'une chaîne sonore ont exactement le niveau qu'il faut pour avoir le moins de bruit possible, mais du coup avoir le bon niveau d'enregistrement, avoir le bon niveau de compression, etc. Donc c'est vraiment un truc qui est ultra important en ingénierie audio. Bah, ce terme-là, je le pique volontairement pour l'amener dans le monde de la guitare. Le gain staging dans les amplis, et bah, c'est ce que vous allez devoir faire à la main quand vous stackez des overdrive. L'essence même du stacking, c'est donc de régler très finement ces différents gains, filtres et volumes sur vos pédales d'overdrive en série de façon à avoir le son qui vous plaît. Alors, il n'y a pas vraiment de règles, hein, mais globalement, je vais tendance à avoir les pédales les plus saturées au début et les pédales les moins saturées à la fin. Un peu en mode always on, style Clone Centaur, ça peut être une Xotic EP Booster, ça peut être une Tonoven aussi qui marche très bien pour ça, parce que du coup, comme c'est une overdrive transparente avec beaucoup de graves, elle va avoir tendance à avoir le même genre de caractère, un peu bande passante large que vous avez dans des amplis. Bon, c'est pas un ampli, mais vous voyez l'idée. Et surtout, lorsque vous voulez saturer votre son, c'est parfois bien mieux d'avoir deux overdrive où vous avez finement réglé le gain, le volume, etc., pour que l'une attaque plus fort l'autre, qu'une seule grosse saturation qui du coup, est un peu dégueu et sature trop nettement, trop carré, et qui va vous bouffer toute la dynamique. Souvent, une seule pédale, ça va vous manger la dynamique, et plusieurs pédales d'affilée, même jusqu'à 3-4 drives d'affilée quand c'est bien géré, vous avez le même taux de saturation, donc le même sustain si vous voulez, mais les attaques sont quand même bien audibles, elles sont bien définies. Et ça, c'est vraiment ce qui marche dans le stacking. Juste histoire de vous donner une idée, je vous fais écouter ce que donne la Singer seule, puis avec une Clone Centaur. Ça joue aussi sur la gestion du bruit, mine de rien. Lorsque vous baissez les gains de vos pédales, vous générez quand même moins de saturation, mais vous générez aussi moins de bruit. Et en les cumulant les unes avec les autres, et ben là, vous récupérez le sustain et le caractère de chacune, et c'est ça qui va vous rendre l'ensemble, on va dire, agréable, beau, comme vous le souhaitez, quoi. C'est aussi pour ça que les overdrive transparentes marchent aussi bien, et c'est là qu'on arrive à la Singer. La Singer, c'est une pédale que j'ai conçue en collaboration avec la marque d'ampli belge AMS. Donc déjà, coucou Ben et Antoine si vous m'écoutez, hein, ça fait toujours plaisir. Cette pédale, elle est conçue pour le stacking. Elle est vraiment faite pour ça. Elle va agir, en fait, en fonction des réglages que vous mettez dedans, soit comme une vraie overdrive assez moderne, précise et nerveuse, soit un peu comme le ferait un second canal d'ampli. Alors, c'est mal dit, parce que j'arrête pas de critiquer les pédales qui parlent de amp-like, mais c'est vraiment l'idée, parce que, en même temps, c'est sur ça qu'on a bossé avec Ben, donc, forcément, il y a un peu le caractère AMS et le caractère Tomco à la fois dans la pédale, et c'est, vous le savez déjà, du matériel qui a un son qui est relativement chaud, relativement dynamique. Donc là encore, cette pédale ne fait pas exception. Pourtant, c'est pas une Tonoven non plus. Elle a pas du tout la même façon de fonctionner à l'intérieur, elle sature pas de la même manière. Vous pouvez voir ça comme un espèce d'hybride entre un mini canal à lampe et une vraie pédale d'overdrive, genre Tube Screamer, Blues Breaker, etc. Donc le caractère est très vintage en tant que tel avec le bouton de gain, c'est vraiment, là vous êtes dans un overdrive transparente très classique, orienté Timmy overdrive si vous voulez, et l'égaliseur est beaucoup plus moderne, c'est un égaliseur actif. Donc déjà, rien que là, vous savez que vous êtes sur un truc qui est précis. Et du coup, 3 bandes, basse, médium, aigu, avec les basses vers 150 Hz, les médiums vers 700 Hz et les aigus vers 2 kHz pour les plus nerds d'entre nous. Un petit mot rapide, pourquoi cette collaboration ? Tout simplement parce que Ben et moi on s'est rencontrés au salon Atlas l'année dernière en novembre à Paris, et en fait on a tout de suite matché, on a vu qu'on parlait exactement la même langue, on a la même vision du son, la même philosophie, la même manière de réfléchir, et on est tous les deux des fans complets
de ce son-là, cette espèce d'idéal qu'on essaie d'obtenir, moi avec les pédales, lui avec ses amplis, et les deux matchent extrêmement bien ensemble. Ben avait déjà une Singer Overdrive, donc vous étonnez pas si vous tapez AMS Singer Overdrive, ça existe déjà. Ça, c'est la première version, et il en avait marre de la fabriquer, globalement, parce que c'est pas le même métier. Il voulait un produit d'appel pour AMS qui soit un peu dans la même philosophie et qui soit plus accessible que des amplis, parce que c'est vrai que des amplis, c'est quand même pas le même budget qu'une pédale. Donc il s'est dit, je vais faire une pédale d'overdrive, transparente, dynamique, chouette, en vrai elle est pas trop mal, mais il s'est rendu compte que c'est pas le même travail, c'est vraiment une façon de bosser qui est différente. On n'a pas la même manière de travailler les boîtiers, les composants, les soudures, le placement, etc. Lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a proposé de reprendre la Singer, de la repenser, de la refabriquer complètement, et de faire un peu ce que je voulais avec, jusqu'à avoir effectivement la Singer Overdrive Mark II, la version que moi je fabrique avec Tamco, et que vous pouvez aussi avoir via AMS si vous êtes belge, y a pas de souci, et via Palf du coup en France. Donc cette espèce d'Overdrive Mark II, elle est assez différente parce qu'elle a une bande médium en plus, l'original avait juste basse et aiguë, et surtout l'EQ est placé cette fois-ci après le premier étage de saturation et avant un deuxième étage de saturation. Le premier étage est volontairement asymétrique, le deuxième étage volontairement symétrique, mais les deux sont du soft clipping. C'est pas une drive qui va tabasser vraiment vénère toute seule. C'est là justement que je vous parle du stacking et de l'intérêt de cette technique, c'est que cette drive, elle va vraiment venir se placer où vous voulez dans votre chaîne de son, mais vraiment où vous voulez sans aucun problème. Bon alors avant les fuzz vous allez avoir des soucis, mais ça c'est la faute aux fuzz en général. Elle va venir vraiment forger le son et courber la réponse que vous voulez avec son égaliseur. C'est vraiment à ça qu'elle sert réellement. Et bien sûr, les attaques traverseront la pédale sans aucun problème. Donc c'est pour ça qu'elle vous permettra d'attaquer fort un ampli à lampe ou une autre pédale, ou au contraire d'être attaqué avec une autre pédale sans perdre de la dynamique. Vous gardez toujours l'attaque et la précision. Je vais vous faire écouter en fin de chaîne ce que ça donne. Donc du coup placer après en l'occurrence une Tone Oven dans un ampli clair. Alors je me tente à repiquer un ampli avec des micros. J'ai un Sennheiser dynamique, le E906, et un micro à ruban No Hype Audio CRM1. Donc je teste un petit peu, ça changera de la DI, mais c'est surtout pour avoir le vrai grain de l'ampli d'une certaine manière. Je vous fais écouter Singer après Tone Oven, puis Singer avant Tone Oven. Parce que dans les deux cas, c'est pas vraiment la même utilisation. En fin de chaîne, ça sera plus comme un deuxième canal d'ampli, et avant, ça sera plus comme une overdrive un peu burnée qui va venir exprès pousser les autres overdrives, donc stacker plus fort. Vous allez voir que du coup, le placement a aussi une importance, et la façon dont vous la réglez est pas la même. Dans le premier cas, j'ai les médiums qui sont creusés pour avoir une réponse plus proche de la chaleur d'un ampli. Dans le deuxième cas, c'est les graves que j'ai coupés pour attaquer plus fort. Enfin, il est assez courant d'utiliser une drive pour attaquer un ampli vraiment saturé. Donc on va passer en canal crunch et je vais vous faire écouter ce que ça donne quand dans un ampli saturé, on vient placer la Singer comme un boost plutôt. Là, le gain est vraiment bas et c'est le master qui vient compenser le volume pour attaquer fort. En plus de ça, je coupe les graves, un peu les aigus, et je booste beaucoup les médiums pour avoir un son très vocal. Alors le nom Singer vient un peu de là aussi, c'est le côté vocal que je voulais apporter à la pédale, à partir du nom d'origine qu'avait choisi Ben. Et vous allez voir ce que ça donne, c'est un peu comme ce que font les métalleux lorsqu'ils ont une tube screamer.
qui mettent le gain à 0, qui ouvrent un peu le tone et qui montent le level à fond. C'est le côté rentre dedans, dans l'ampli, et le fait de couper les basses, ça vous donne un tranchant que vous pouvez pas vraiment avoir. Par exemple, avec une tone oven standard, si vous gardez les basses enclenchées, vous allez avoir un son qui est baveux. Là, en coupant les basses, vous allez avoir un son qui est agressif. Et c'est là aussi la différence, c'est une drive qui est beaucoup plus moderne. On écoute ça tout de suite. Comme je vous le disais, je vous recommande principalement de commencer par les drives les plus saturés et finir avec les drives les moins saturés dans votre pedalboard. Pour autant, une fois que vous avez commencé avec ça et que vous avez testé différentes combinaisons, je vous invite vraiment à changer l'ordre, parce que vous le voyez, il y a vraiment une différence au niveau du son, et c'est pas les mêmes techniques de jeu non plus, vous n'allez pas avoir le même ressenti si vous placez la Singer avant des drives ou après. Et on va aller un petit peu plus loin que ça. Pourquoi ne pas expérimenter avec d'autres types d'effets? Parce qu'effectivement, le stacking, on en parle beaucoup sur les saturations, mais ça n'empêche absolument pas de venir stacker, par exemple, 2 compresseurs. Vous en parlerez à Swan parce que lui, il l'a. L'Origin FX Kali 76 Stacked, c'est 2 compresseurs Origin FX l'un dans l'autre. En gros, on a 2 cellules de compression qui sont l'une avec l'autre en train de marcher en symbiose pour avoir vraiment un effet de compression le plus lissé, le plus léché possible et le plus produit. En fonction des autres réglages, on peut avoir un vrai effet de pompe, un son qui est parfaitement sustain. Alors ça marche aussi très très bien sur basse, mais moi je vais vous faire écouter ce que ça donne sur guitare. J'ai pas le Kali 76 malheureusement. J'ai mon vieux HX Stomp et j'avais un vieux preset qui traînait pour essayer de faire du Wolfpack. Alors, on juge pas, hein, c'est ultra technique et j'ai vraiment pas le niveau, mais c'est en gros le genre de technique que va utiliser Cory Bong dans le Wolfpack justement pour avoir un son aussi net et précis. C'est-à-dire que lui, il va avoir 1 ou 2 compresseurs ou plus parce que du coup c'est produit derrière, il y a un peu de prod, et puis ils enregistrent parfois sur des magnétos à bande, donc il y a des effets supplémentaires. Dans mon cas, le premier, il va manger toutes les attaques pour essayer de les lisser le plus possible et donner un oomph lorsqu'il réagit, donc un effet de pompe vraiment, et le deuxième, il est là pour lisser le niveau général. Donc j'en ai un qui gère les attaques, un qui gère le sustain. Et vous allez l'entendre, le son que j'ai, c'est de la DI, j'ai vraiment juste mes 2 compresseurs, un EQ graphique pour remonter les aigus et une simut bande magnétique légère pour avoir un son qui est légèrement compensé et un peu plus proche du côté produit qu'ils peuvent avoir. Ouais, c'est bien un son DI, ça s'entend, mais pour autant, c'est pas un son qui est pas vivant. Vous avez ce côté quasiment synthétique qui va avec l'utilisation des 2 compresseurs. Ça marche encore mieux sur basse parce que forcément, quand on slap, on a un niveau de sortie qui est élevé, et quand on joue au doigt des doubles, des triples, forcément, on va avoir un son qui est moins fort, si vous voulez. Je vous fais pas écouter ce que ça donne sur basse, mais c'est un peu la même idée. Vous allez avoir un son qui a du sustain, donc c'est l'utilisation d'un compresseur standard, mais le fait d'avoir 2 compresseurs, ça vous permet vraiment d'avoir un contrôle très fin de la dynamique de votre instrument. Et c'est ça tout l'intérêt. Et d'ailleurs, on peut stacker un compresseur et une drive pour avoir un contrôle fin du sustain de la saturation. Par contre, si vous faites ça, le compresseur, c'est quelque chose qui naturellement ramène du bruit, vous allez donc avoir plus de bruit dans votre saturation et ça va être amplifié là encore.
On peut aussi stacker des effets temporels. Je vais vous faire écouter juste après, mais je stack 2 reverbs, une qui est une reverb plutôt room assez présente et une qui est une reverb plate bien plus brillante pour un côté très ambiante. La reverb room, elle est relativement courte, elle est juste là pour donner une profondeur au son, et la reverb ambiante, on va dire, alors ça marcherait très bien avec une reverb shimmer par exemple, elle est là pour venir ajouter des paillettes autour. Je blague un petit peu, mais c'est vraiment l'idée du truc. Avoir le côté prise de l'espace. Alors, forcément, j'enregistre ça avec mes micros sur mon ampli. Si je recule les micros dans la pièce, vous allez surtout entendre des gling-gling des cordes de ma guitare et la résonance de la pièce. C'est pas idéal. Je fais donc mon mieux pour vous laisser un peu écouter les notes. Il y a des moments où je joue pas forcément, où je fais juste des claquements, juste pour vous faire écouter ce que ça donne au niveau des reverbs. On peut aussi très bien faire une technique qui est plus proche des années 60-70 avec un écho style écho à bande, puis une reverb. La reverb va venir amener le core et le sustain, plutôt le côté studio si vous voulez, et l'écho, lui, va venir donner l'espèce de peps supplémentaire pour venir piquer la curiosité de l'auditeur. Il y a un truc supplémentaire, il y a comme une deuxième guitare qui joue. Ça, c'est ce qu'on a d'habitude dans les échos, mais avec une reverb derrière, on a le côté où on n'est pas perdu, il y a l'effet glue, un petit peu l'effet de colle, où l'ensemble reste cohérent. Dernière technique, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup chez Pink Floyd aussi et qui est très intéressant dès que vous avez soit des vrais échos à bande multi-têtes, genre un Binson Ecorec si vous avez de la thune, ou par exemple un Watkins Copycat, ça marche aussi, donc plusieurs têtes de lecture, et si vous avez 2 délais, ça marche aussi si vous cumulez 2 délais. C'est des effets rythmiques. Vu que les délais, vous pouvez régler des temps de délais différents, vous allez avoir des échos qui se répètent de manière différente, et vous allez du coup avoir une génération d'échos qui est très fractionnée au début, donc vous allez entendre vraiment des échos nets et précis, qui vont déclencher un léger rythme, et ensuite ça va devenir une espèce de reverb un petit peu. Donc avec 2 délais, on peut se débrouiller pour avoir un espèce d'effet à mi-chemin entre un délai multi-rythme et une reverb. Et c'est un effet qui est vraiment très intéressant lorsque vous faites de la musique un peu expérimentale ou lorsqu'il y a peu d'instruments dans le mix, parce que du coup on entend beaucoup les délais. Ça fait vraiment partie de tout ce qui est ambient, shoegaze. C'est vraiment cet esprit-là. Pour la modulation, c'est trop brouillon à mon sens. Enfin, vous pouvez essayer, certainement qu'avec un phaser et un chorus par exemple, vous allez avoir des trucs qui marchent pas trop mal, mais très vite on arrive sur un son qui est peu précis, peu défini, avec un côté qui est trop brouillon. Généralement, les modulations, on va venir les placer en parallèle d'autres effets pour amener, alors soit du double tracking par exemple, soit, je vais vous montrer dans une future vidéo, en fait je serai obligé de faire une vidéo sur les effets en parallèle, parce que la distorteur, elle est en parallèle pour une raison, et puis c'est une technique qui marche super bien et qui est vachement à la mode et qui est surtout vachement facile à faire maintenant avec les multi-effets numériques, mine de rien. Donc tout ce qui est gestion en parallèle
On en parlera dans une future vidéo qui sera dédiée à tout ce qui est dry wet stéréo et wet dry wet et tout ce que vous voulez, où il y a plein d'amplis, on va s'éclater. Mais en attendant, je vous fais écouter ce que ça donne quand on met un chorus puis un flanger en série. Bref, bienvenue dans les années 80. Vous l'aurez compris, stacker c'est la vie et c'est surtout pas limité aux pédales de saturation, même si 90% du temps on va avoir du stack d'overdrive. Là encore, si vous savez pas quoi choisir, évidemment, je vais vous recommander la Singer, elle est littéralement prévue pour ça. En dehors du mini placement de produit que je m'amuse à faire parce que faut quand même en parler, c'est une nouvelle pédale, moi je suis très content de proposer ça et surtout d'avoir collaboré avec AMS sur le sujet. En dehors de ça, rien n'empêche de tester toutes les configurations que vous voulez et vous pouvez même stacker des effets différents. Donc moi je définissais le stack comme étant du même type, mais on va élargir ça à un peu fuzz, drive, saturation en général. Si vous stackez une fuzz avec une overdrive par exemple, si vous mettez l'overdrive après la fuzz, elle va venir lisser et donner du sustain complètement différemment de la fuzz. Par contre si vous la mettez avant, c'est du doom stoner comme vous voulez, mais vous avez la fin du monde. Globalement c'est un mur de son. Et je vous raconte pas ce qui se passe quand vous rajoutez un octaveur. Bref, vous l'aurez compris, on est là pour s'amuser, tester différentes manières de saturer votre son. Si vous trouvez qu'il y a trop de bruit, et ça risque d'être le cas quand vous cumulez plus de 2 pédales, baissez le gain. Franchement, ça coûte rien. Vous baissez un peu le gain, vous montez le level pour compenser et vous attaquez plus fort la pédale d'après. Faites en sorte de toujours bien gérer la tonalité, le gain et le volume pour avoir le son exactement comme vous le souhaitez. Ma lampe s'est éteinte, ça veut dire qu'il faut que je termine cette vidéo. En plus, elle aura duré suffisamment longtemps. J'espère que vous aurez en tout cas appris des choses et que ça vous aura donné envie de vous amuser, et c'est vraiment le plus important en faisant de la musique. Donc amusez-vous à changer l'ordre de vos pédales, à tester plein de combinaisons, à stacker comme vous voulez. Et puis pour ceux qui savent pas trop quoi choisir, vous avez toujours la Singer qui est dispo, et les vidéos des copains si vous vous posez la question de comment ça sonne. Il y a Julien, Florent Passamonti, vous allez avoir Palf évidemment, et Tone Factory qui ont chacun leur style, et c'est pour ça que j'apprécie bosser avec eux, c'est que tout le monde a vraiment sa manière de bosser, son humour, sa façon de montrer et de produire ces vidéos, et vous aurez du coup des exemples audio qui seront suffisamment représentatifs, je l'espère, pour vous montrer toutes les possibilités de la pédale. Je pensais que c'était plus intéressant de centrer la vidéo sur le stacking parce que juste faire une vidéo de la nouvelle overdrive, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à mon sens, même si je trouve qu'elle sonne bien et qu'elle a un timbre qui est vraiment différent de la Tonoven et vraiment complémentaire. À mon sens, c'était mieux de la mettre avec d'autres équipements pour vous faire écouter vraiment ce que ça donne. J'espère que les prises micro seront assez correctes, et puis je vous dis bonne musique et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.